ces traitements didactiques pour permettre à tous nos élèves, garçons, filles, milieux favorisés, milieux défavorisés, de réussir dans leur scolarité. Allez-y, je vous laisse répondre. Oui, alors le traitement didactique est indispensable et ce sera toujours un des pivots de l'action, ça c'est évident. Donc tous ces travaux qui se déroulent depuis plusieurs décennies d'ailleurs sur la didactique sont intéressants. Mais ils sont dépendants des idées de fond, des idées clés de l'éducation physique. Il ne faut pas que le traitement didactique se déroule de façon aveugle, c'est-à-dire point par point, sans qu'il y ait un cadre d'ensemble. Il faut absolument qu'en éducation physique, il y ait un cadre d'ensemble qui repose sur la pertinence motrice. Alors, et dans ce cadre-là, le traitement didactique est absolument indispensable et à mon avis, jouera un rôle majeur. Mais moi, ce que j'ai constaté en travaillant avec d'autres collègues, c'est que toute l'énergie qu'ils dépensaient dans le traitement didactique se perdait et s'essoufflait parce que une fois qu'il était terminé, c'était achevé. Il n'y avait pas, si vous voulez, de cadre global. L'éducation physique, actuellement, est en crise car elle n'a pas de cadre global. La didactique, ce n'est pas spécial à l'éducation physique. Il y a une didactique de la géographie, de la littérature, de l'histoire, des mathématiques. La didactique, c'est partout. En revanche, la pertinence motrice, ce n'est que chez vous. Il faut travailler d'abord sur la pertinence motrice, sur les conduites motrices, et voir comment la didactique permet justement d'aboutir à ce que nous cherchons, vous et nous. Vous voyez, c'est un peu... Je comprends bien que c'est un peu dur, parce que pour moi, c'était la même chose. J'étais comme vous, quand j'étais jeune prof, la didactique, c'était ce que je faisais, constamment. On est tous des didacticiens. Et je me suis rendu compte qu'un jour, je faisais de la gym classique, un autre jour, je faisais de la méthode naturelle, un autre jour, je faisais du sport. Je ne sais plus ce que je faisais, quoi. C'était un éclatement. Tandis que si on a un cadre qui repose, par exemple, sur la classification, on sait qu'on travaille sur les prises de décision motrices, en isolé, avec autrui, avec partenaire. Et là, on sait ce qu'on fait. Alors, et si je cherche à développer une philosophie, une pédagogie de la coopération, je vais travailler sur des situations où la coopération est reine. Donc, je vais partir de la classification. Alors, si je peux me permettre, on travaille, on essaye de travailler là-dessus justement avec nos collègues en essayant de faire comprendre que, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Handball, on essaye de développer aujourd'hui handball à 4. C'est-à-dire qu'on sort du code de l'activité fédérale, puisque ça se joue à 7, on sort de l'activité fédérale et on se dit peut-être il y a une possibilité de faire de traiter l'activité pour la transformer afin qu'elle ait une forme scolaire qui permette de faire réussir tout le monde. Ce qui veut dire que, en gros, si on pratique du handball à 4, on a plus d'interaction, et je vous rejoins là-dessus, on a plus d'interaction entre les joueurs, plutôt qu'un handball à 7 où on s'évertue à faire jouer tout le monde, sachant que de toute façon, il est extrêmement difficile en milieu scolaire de former des équipes homogènes alors qu'elles sont fortement hétérogènes en leur sein. C'est compliqué, donc on se dit que peut-être des formes scolaires qui soient adaptées à plus d'interaction, pour prendre l'exemple des sports collectifs, c'est peut-être mieux faire réussir nos élèves, quel que soit. Et vous voyez, c'est un petit peu le sens que je voudrais partager avec vous, parce que ça me semble être au-delà de la classification, c'est dans l'activité, comment on peut la transformer pour qu'elle permette une réussite de tous. Très bien, donc je crois que vous aurez bien compris, mais ce n'est pas au-delà de la classification. À un moment ou à un autre, ça prendra corps dans la classification si ça veut être justifié. Ceci étant, c'est excellent. Faire du handball à 4, pourquoi pas d'ailleurs, par exemple le futsal, le futsal, je disais plus, c'est pas le football, c'est le futsal. Le futsal, nous on a beaucoup pratiqué avec nos élèves le futsal. À l'époque, ça n'avait pas encore le prestige aujourd'hui. Ça allait dans le même sens que ce que vous dites au point de vue du handball. Très bien, mais
Donc à cela, moi je dis bravo, continuons. Mais il faut replacer ça dans un cadre global d'une action d'éducation physique qui joue sur un élève, qui joue sur une classe, qui joue sur une nation. C'est-à-dire qu'il faut que la France, et puis ensuite tel lycée, puis ensuite telle classe, ait une politique globale, ne se contente pas de faire des sport co ou du judo, ou, etc. Il faut équilibrer les pratiques sociomotrices, les pratiques psychomotrices. Si on veut développer uniquement l'individualisme, il faut faire que du psychomoteur. Mais bon, je doute que ça plaise beaucoup à nos élèves. Ils ont besoin de faire du sociomoteur. J'ai eu l'occasion de présenter un petit peu sur une première réunion de la commission comment dire, le paysage de notre PS, alors à Créteil. Hein, je reste sur une étude très locale. Hein, et en fait, je disais à mes collègues que sur Créteil, selon, alors, on va dire, la classification institutionnelle, vous savez, au travers des 4 champs d'apprentissage que vous connaissez bien, le 4e champ d'apprentissage qui regroupe toutes les activités d'opposition, que ce soit individuelle ou collective, eh bien, sur l'Académie de Créteil, ça représente aux alentours de 50% des programmations. Alors qu'en fait, il y a 3 autres champs qui sont les champs des activités donc, de performance, hein, l'athlétisme, natation, le champ numéro 2 qui est toutes les activités de pleine nature, le 3, les activités artistiques, et donc le 4, le champ des activités d'opposition. 50% à Créteil. Et la question que l'on est en train de se poser aujourd'hui, est-ce que cette répartition justement de ces activités dans nos établissements est à même de faire réussir nos élèves? Alors voilà, c'est une bonne question. Non, mais c'est la vraie question de fond. C'est celle-là. Et donc, moi-même, j'avais analysé les pratiques de l'Académie de Versailles qui ont été présentées par l'inspecteur de Versailles, et on s'aperçoit qu'il y a une distribution des pratiques stupéfiante par rapport aux valeurs qu'on prétend défendre. Donc, vous voyez, on ne peut pas échapper à cela. Mais dans ce cadre-là, tout ce que vous proposez me semble très intéressant. Hein, c'est varier les situations, les adapter, bravo, moi je dis bravo, mais il faut absolument replacer ça dans le cadre des domaines d'action motrice. Parce que les classifications qui se sont succédées, moi j'ai participé à cela. Et au départ en 94-95, l'inspecteur Le Doyen l'avait proposé, le syndicat s'y est opposé. Parce que ça ne correspondait pas à son idéologie. Ça a été un fiasco terrible pour l'éducation physique, parce qu'elle a voulu, en somme, tenter de rassembler les membres épars, et au lieu de faire tant de, disons, de domaines d'action, elle en a fait 4 ou 5, ça a changé selon les années. Il y a une part d'incohérence, parce que d'une part, ils ont voulu copier ce qu'on faisait, de l'autre part, ils ne voulaient pas la reconnaître, donc il fallait qu'ils le transforment. Ça rime à rien. Si vous voulez, la recherche en éducation physique est un domaine qui doit être traité par l'ensemble de la profession. Il y en a qui font telle chose, d'autres qui font telle autre, et puis quand ça paraît valable, tout le monde s'en empare et on va de l'avant. Or, actuellement, c'est pas ce qui se passe. On va plutôt en arrière. C'est pas possible. Moi, mon sentiment, si vous voulez, c'est que l'éducation physique est encore en crise, et malgré le talent des collègues, parce que moi je constate en me déplaçant pas mal que les collègues ont beaucoup de talent, d'invention, justement dans les nouvelles didactiques qu'ils proposent, mais ça reste lettre morte. Vous voyez bien que depuis 50 ans, on n'a pas fait un poil d'avancée. On est toujours sur les anciennes conceptions. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. À la fois, si vous voulez, je crois que il me semble, si j'ai bien compris vos propos, que les nouveaux programmes, puisqu'ils envisagent justement quelque chose qui englobe à la fois les conduites motrices, affectives, informationnelles, cognitives, essayent quand même de faire en sorte que justement elles prennent en compte ce que vous appelez vous les conduites motrices, c'est-à-dire la globalité de l'individu. Ah ben, on ne peut pas faire autrement, à mon avis. Hein, je dirais... Je dirais que ce que j'ai proposé à l'époque, qui était un peu révolutionnaire, je dirais que c'est presque une banalité, quoi. Pour un psychologue, la conduite motrice, c'est l'ensemble de sa personnalité qui joue au travers de la pertinence motrice, quoi. Mais c'est les domaines d'action motrice, vous voyez.
Tout à l'heure, quand j'ai rapidement évoqué la classification, moi je ne parle pas des techniques, je parle du domaine d'action motrice, c'est-à-dire un domaine où l'acteur, l'agent, est seul face au monde qui l'entoure, qui lui est immobile. Ça, c'est le psychomoteur sans incertitude. Puis l'agent face à un monde qui est mobile, c'est le psychomoteur avec incertitude, etc. Ce sont des domaines d'action motrice, ce ne sont plus des techniques. Il faut qu'on, si vous voulez, qu'on rejette au loin ces conceptions de juxtaposition des techniques. Sans technique, on ne peut pas enseigner, nous sommes tous des techniciens, mais il faut replonger les techniques dans un ensemble qui donne du sens. Et pour l'instant, moi, j'ai proposé quelque chose de très clair, ça fait un demi-siècle que j'ai proposé ça, j'attends qu'on aille plus loin, si vous voulez. Plutôt que de le combattre, il faudrait l'améliorer, voir si on peut faire mieux. Moi, je pensais, si vous voulez, quand j'ai débuté, j'étais jeune prof, que ça allait se faire rapidement. Et puis rien ne s'est fait. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu? Tous les auteurs qui ont cherché à modifier l'éducation physique se sont fait violemment attaquer, que ce soit Hébert, que ce soit Le Gouge, que ce soit Seurin, que ce soit Brome. Enfin, nous sommes un champ de bataille où il n'y a que des vaincus. C'est quand même pas très reluisant pour l'éducation physique. Monsieur Parlement, je vous trouve très pessimiste parce que vous avez une incidence forte quand même sur l'évolution de l'EPS et je trouve que vous minimisez votre action parce que quand même aujourd'hui tout ce que vous prenez en termes de conduite motrice, alors moi je l'ai rappelé parce que vous connaissez très bien Monsieur Michel Volonda. Ah oui, c'était mon étudiant. Voilà, une proposition de matrice disciplinaire. Et quand je parlais tout à l'heure des champs d'activité, enfin des champs d'apprentissage. Les domaines d'action, oui. Les domaines d'action, on est quand même quelque part dans une forme de classification qui place l'élève dans des classes d'expérience. Alors vous avez parlé d'action psychomotrice, sociomotrice, etc. Mais en fait, ce que M. Volonda proposait, c'était aussi des classes d'expérience qui placent l'élève dans des situations très particulières d'interaction à plusieurs niveaux entre le milieu ou l'humain. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être, parce que là, on s'engage dans une phase d'observation, donc dans des établissements en éducation prioritaire. Moi, ce que je voudrais peut-être dire ce soir, c'est que à un moment donné, il faut peut-être réfléchir sur les activités qu'on propose justement à nos élèves, parce qu'elles sont porteuses plus ou moins de vertus éducatives et que dans ces milieux défavorisés, il faut peut-être plus qu'ailleurs réfléchir sur justement tout ce qu'on est en train de dire sur les classifications et sur les interactions sociales. Parce que quand on dit qu'il y a une progression, une programmation qui est à hauteur de 50% sur tout ce qui met l'élève en opposition par rapport à l'autre, ça a une forte influence. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait raison, là. Vous avez tout à fait raison. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein. Voilà. Je veux dire que ces gamins-là, ils ont besoin aussi, peut-être, de découvrir des activités plus artistiques. La coopération, là. Ouais. Voilà. Et ils en sont tellement loin dans leur représentation mentale que peut-être qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus en éducation prioritaire, peut-être plus qu'ailleurs. Voilà, c'est ce que je voulais aussi partager avec vous. Et je pense qu'on est effectivement d'accord, il n'y a aucun souci. Et voilà. C'est bien que nous soyons d'accord, parce que vous voyez là, à partir de ce que vous dites, il faut supprimer cette quasi-exclusivité, donc on répartit les activités selon les domaines d'action, puis ensuite on greffe une didactique favorable. Voilà, donc là on est entièrement d'accord. Et on fait le lien avec ce que disait Alain, on se met au service de compétences métadisciplinaires, c'est-à-dire que effectivement, l'EPS est au service d'une méthodologie des apprentissages. Oui, bien sûr. Il y a peut-être des façons d'apprendre qui sont transférables d'une discipline à une autre. Et si on touche à ça, il me semble qu'on est au service d'un individu dans sa globalité, mais pas seulement dans une discipline, mais au service de son intelligence globale. Voilà. Bien sûr, d'accord, oui, bien sûr.
Je suis d'accord. Oui, merci Patrick de reprendre et merci Monsieur Parleba de cet échange avec Patrick parce que je pense que c'est important aussi que il y ait un vrai travail sur la connaissance du terrain que peut apporter Patrick, c'est-à-dire notre terrain qui est particulier, Ouais. il l'analyse parfaitement et ils ont des outils d'analyse qui nous permettent quand même de quantifier les choses. Et puis votre regard, je dirais, historique sur la profession, ça c'est quelque chose d'important. Et puis ce qu'on disait, c'est essayer d'aller vers une ouverture aussi de l'EPS et des gestes professionnels de l'EPS pour une transférabilité sur d'autres disciplines, pour que en fait, l'élève soit considéré comme un tout et qu'il ne soit pas complètement parcellisé entre les disciplines. Et peut-être que ça sera aussi un des aspects qu'on va essayer de développer dans notre rapport. C'est vrai, ça, je me rappelle, un collègue m'avait cité un prof d'éducation physique qui était professeur principal d'un lycée et qui avait tout regroupé au travers de l'éducation physique. Et tous les autres collègues étaient d'accord. Mais c'est possible. Oui, C'est oui. possible. Et on aura peut-être à regarder un petit peu ces élèves qui soit sont en difficulté en EPS, rencontrent des difficultés en EPS et pourtant ne rencontrent pas de difficultés dans les autres disciplines, et inversement, ces élèves qui s'épanouissent en EPS et qui rencontrent des difficultés pour questionner et voir un petit peu s'il n'y a pas des solutions à trouver pour ces élèves-là à transférer dans les autres disciplines. Parce qu'il n'y a pas de raison, c'est le même individu, il est confronté à des apprentissages, et pourtant, là, à un moment donné, ces apprentissages ne passent pas. C'est l'idéal, si les différents professeurs peuvent collaborer de façon concrète, même parfois en étant présents ensemble, à des situations, ils viennent, je sais pas moi, une leçon de géographie, puis ensuite une leçon d'éducation physique, ça c'est magnifique. Et voir si cette coopération, parce que notre rapport il est destiné à tous les enseignants et pas simplement aux enseignants de PS. C'est pour ça aussi qu'on veut qu'ils puissent. C'est bien, voilà, c'est positif. On part de l'EPS, mais on veut absolument essayer d'en faire un objet qui soit partageable et que les enseignants ne se disent pas « Oh, c'est un rapport pour les profs de PS, mais pas pour les enseignants de mathématiques ». Et nous, on veut que ça soit un rapport pour tout le monde, en fait, y compris pour les parents, pour les enfants. Enfin, et donc, c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous nous avez dit, la façon dont on s'est éclairé ce soir sur le sujet. On vous remercie vraiment beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté. Et c'est vrai qu'il y avait encore plein de questions qu'on aurait pu aborder ce soir avec M. Parleba, mais c'était un vrai bonheur de vous avoir ce soir avec nous. Merci beaucoup, M. Parleba. C'est très gentil et bravo à tous mes collègues là, qui font un travail tout à fait intéressant. Je vous félicite pour tout ça parce que ce n'est pas toujours très facile. Non, merci. Merci, M. Parleba. Au revoir à tous, bonne soirée. Au revoir.